Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, en un seul clic. Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission présentée par Salah Issa. C'est sur Africa FM et africafm.com. Mesdames, Messieurs, bonjour, très ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Africa FM. Salim Ahmad Issaka à votre compagnie dans ce nouveau numéro de l'émission Africatech sur Africa FM et africafm.com. Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'évolution technologique de notre continent. Je reçois aujourd'hui Sherifa Obon, chroniqueuse à la radio Africa FM. Bonjour Sherifa. Bonjour Salé, bonjour l'Afrique. Et je reçois aussi Linda Olenia, chroniqueuse à la radio Africa FM. Bonjour Linda. Bonjour Salé. Et enfin, j'ai Joseph Awanda du Cameroun, chroniqueur à la radio Africa FM. Bonjour Joseph. Bonjour Salé, bonjour chers auditeurs. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer le débat dans la deuxième partie de l'émission, place à présent à la Minute Click, la rubrique qui vous fait le bilan des actualités de la semaine écoulée dans le numérique en Afrique. La Minute Click de cette semaine est signée Sherifa Obon. Africatech. La Minute Click. Clique sur l'Afrique. Les actualités phares de la semaine. Africatech. L'accès à Internet en Afrique continue de croître, même si le continent est confronté à des prix d'accès parmi les plus élevés au monde, selon un rapport récent de l'Union internationale des télécommunications, UIT. Malgré une légère baisse en 2023, les données montrent une tendance à la hausse sur la dernière décennie, offrant des opportunités pour l'inclusion numérique et le développement économique. L'analyse des données de l'UIT révèle que 37% de la population africaine a utilisé Internet en 2023 par rapport à seulement 16% en 2013. Cette croissance constante a été alimentée par divers facteurs, notamment la pandémie de Covid-19 qui a poussé de nombreuses activités vers le monde numérique. Nigeria, Uber Technologies, le géant africain du VTC, ayant pourparlers pour investir dans la start-up nigériane Move dans le cadre d'un tour de table estimé à 100 millions de dollars. Cette levée de fonds potentiels verrait la valorisation de Move augmenter de 650 millions à 750 millions de dollars, selon les sources proches du dossier cité par Bloomberg. Au Cameroun, dans une affaire qui a attiré l'attention sur la liberté de la presse et l'intégrité journalistique au Cameroun, Investir au Cameroun, un site d'information spécialisé dans l'actualité économique et financière, a été disculpé par le Conseil national de la communication, CNC, après une plainte déposée par Michel Guy France Awana Ateba, PDG des Nongé Holding, partenaire local du groupe Yango. Gabon, dans une initiative conjointe visant à exploiter le potentiel des données d'observation de la Terre pour la surveillance et la gouvernance du climat mondial, un consortium d'experts s'est réuni à Libreville au Gabon pour un atelier organisé par le Comité sur les satellites d'observation de la Terre, COS, et le programme Silva Carbone de l'USGS du 21 au 29 février 2024. Cet atelier mettra en lumière deux thèmes essentiels, les alertes de déforestation et la cartographie et la surveillance des mangroves. Ghana, la révolution numérique en Afrique ne montre aucun signe de ralentissement avec une adoption croissante des services mobiles. En 2022, la région subsaharienne comptait déjà 489 millions d'abonnés uniques à la téléphonie mobile, avec un taux de pénétration de 43%. Lors de la 37e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est déroulée à Addis Abeba en Éthiopie du samedi 17 au dimanche 18 février, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a lancé un appel urgent. Il a exhorté les membres de l'Union africaine à travailler ensemble pour la mise en place d'un système d'interopérabilité de la téléphonie mobile sur le continent africain. En Guinée,
Depuis le 23 novembre 2023, les Guinéens ont été confrontés à une restriction d'accès à Internet et aux réseaux sociaux, une mesure qui a suscité une indignation croissante au sein de la population. Face à l'intransigeance persistante du gouvernement, le mouvement syndical guinéen MSG a annoncé une grève générale et illimitée à partir du 26 février, une décision qui marque un tournant majeur dans la lutte pour la restauration des libertés numériques et autres revendications. Au Togo, la 3e édition des Togo Digital Awards 2023 a marqué un moment de célébration et de reconnaissance pour l'excellence numérique au Togo, sous la présidence de Madame Sina Lawson, ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. L'événement, tenu le samedi 24 février 2024, a réuni 25 lauréats distingués dans 8 catégories, mettant en lumière les avancées et les réalisations remarquables de l'industrie numérique togolaise. Enfin, au Kenya, dans le secteur en pleine expansion de la mobilité électrique en Afrique, la start-up kenyane Roam fait un retour remarqué avec une impressionnante levée de fonds de 24 millions de dollars. Cette injection de capitaux vise à consolider sa position sur le marché concurrentiel des véhicules électriques à travers le continent. Pour Roam, spécialisé dans l'assemblage de motos et de bus électriques au Kenya, cette levée de fonds de série A dirigée par la société de capital risque Equateur Africa marque une étape cruciale dans son développement. Avec un financement de 24 millions de dollars, la start-up prévoit de renforcer sa flotte d'e-motos et de véhicules de transport en commun dans son usine de 10 000 m² située à Nairobi. Le débat virtuel de cette semaine est animé par Linda Olenian, chroniqueuse à la radio Africa FM. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent africain. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Bonjour l'Afrique, bienvenue à Africa Tech où nous mettons en lumière tout ce qui concerne la tech en Afrique. Je suis votre animatrice Linda et aujourd'hui nous avons un sujet très important à discuter. Aujourd'hui, je suis rejointe par 3 incroyables chroniqueurs. Sherifa Obon du Gabon. Allô Sherifa. Bonjour Linda, bonjour l'Afrique. Et Mahama Talamim du Cameroun. Hello Linda. Et Richard Kojo du Bénin. Bonjour Linda. Le cyberharcèlement est un problème grave qui touche des millions de gens à travers l'Afrique. Des messages blessants sur les réseaux sociaux aux rumeurs malveillantes diffusées en ligne, l'impact du cyberharcèlement peut être dévastateur. Alors, Sherifa, qu'est-ce que le cyberharcèlement et quelle est sa prévalence en Afrique? Alors, le cyberharcèlement ou encore le harcèlement en ligne, donc c'est une forme de harcèlement qui se fait au travers des plateformes numériques habituelles telles que, on va dire les plus utilisées dans une certaine mesure, Facebook, Instagram. Donc cela se manifeste par des insultes. C'est à quoi on assiste le plus souvent, des insultes envers des personnalités publiques, même envers des individus lambda. C'est des moqueries, c'est de la diffusion même des images du contenu à caractère privé en vue de faire du chantage à la personne, simplement l'exposer. Faire honte à la personne, ridiculiser la personne. Et en Afrique, c'est un phénomène récurrent parce qu'on assiste ces derniers temps quand même à une utilisation forte des réseaux sociaux en Afrique. Il y a quand même l'accès aux réseaux sociaux qui est là. Et donc, le cyberharcèlement gagne également de l'ampleur. Et c'est ça à quoi on assiste le plus souvent lorsqu'on se rend sur ces plateformes. C'est des gens qui sont harcelés, c'est des gens qui sont insultés. Et le plus triste, c'est que ce sont des contenus qui ont plus de visibilité. Des contenus où des gens sont dénigrés, insultés, ont de la visibilité. Et des contenus où on est censé instruire les gens, les gens ne s'y intéressent pas en fait. Et donc, c'est ça que je peux dire par rapport au cyberharcèlement. C'est à cause de la montée d'Internet, le développement intensif des nouvelles technologies en Afrique que le cyberharcèlement s'est vu grandir en Afrique. Dans la mesure où même des contenus qui sont vraiment banals, qui n'ont rien à voir avec des thèmes, éducatifs, que les jeunes. Parce que le cyberharcèlement, c'est plus les jeunes qui sont victimes, c'est eux les victimes et c'est eux aussi les acteurs. Exactement. C'est eux les victimes, c'est également eux les acteurs parce que la facilité d'accession au réseau fait en sorte que
Moi, avec simplement mon téléphone, genre sur Instagram, sur Google ou je sais pas trop où, je trouve des contenus bizarres concernant quelqu'un. Je balance juste pour me venger par rapport à quelque chose ou bien juste par amusement. Juste pour me moquer de la personne par amusement. Moi, je le ferais sans bon, c'est pas pour... Bon, peut-être... Genre, je me dis, non, c'est juste un truc comme ça, par exemple. Pour s'amuser. Oui, par exemple, je vois une vidéo amusante sur quelqu'un, j'envoie Richard. Je vois Richard une vidéo. publie. Et Richard publie. Et l'autre, il prend de l'ampleur à chaque fois. En fait, on est naïf dans la mesure où on se dit pas que c'est quelque chose qui peut nuire, c'est juste pour blaguer. Oui. Dans certaines mesures. Et c'est ça également, pour ajouter la particularité avec le cyberharcèlement, c'est la manière dont les informations se propagent très vite. Internet, voilà. Internet c'est quelque chose de commun à tout le monde. Dès que tu entres, ça se divulgue partout. Tu as même pas... Et en plus, c'est quelque chose qui est... Que ce soit aujourd'hui, que ce soit il y a 100 ans, dès que tu as mis sur la plateforme... C'est bon. Tu vas retrouver ça. Tôt ou tard, tu vas retrouver. On a eu plein de cas d'élections présidentielles où un président s'est vu, comment dire, ressortir des trucs qu'il a fait quand il était jeune. Exactement. Pour chantage, pour lui faire du chantage ou bien pour le mettre hors de la course, quoi. Donc il y a plein de trucs comme ça. On se dit ça que avec Internet, les archives, ça reste. Oui, ça reste. C'est pas comme les trucs on parle entre nous. Non, aujourd'hui, salam alaikum. Ou bien quelqu'un en écrit et puis oui, ça disparaît. on écrit, ça disparaît. Voilà. Mais par contre, tu vois, par exemple, Telegram a fait en sorte que tous les messages que tu tous les envoies, messages se conservent dans le machin, la mémoire de Telegram. Donc, même si dans 100 ans tu reviens sur ton compte, tu reviens sur ton compte, tu vas retrouver tes anciens messages. Tu vas retrouver tes anciennes photos bizarres. ouais, ça c'est clair. C'est clair. Même si tu effaces. Même si tu es... En fait, non, si tu effaces, ça va rester dans mon téléphone. Si tu m'envoies un message, tu m'envoies une photo, ça va rester dans mon téléphone. Toi, tu as effacé. Et Telegram le garde. Même si je supprime mon compte, je reviens dans le même compte après 5 ans, après 10 ans, je vais retrouver la même chose. En fait, la facilité des réseaux sociaux fait en sorte qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas juger, graves. On ne peut pas juger que ce soit grave. Mais après, à un certain moment, tu te rends compte que j'avais fait une bourde là-bas dernièrement et ça me retombe dessus sans faire exprès, sans que tu ne le saches même. Alors, n'importe quelle personne peut être acteur et demain victime. Oui, exactement. C'est comme elle l'a dit, en fait. En fait, les jeunes sont acteurs et victimes en même temps. Parce que la plupart des cyberharcèlements sont adressés aux femmes. Oui, c'est vrai. C'est là où je me dis, en fait, quelque part, qu'Internet est aussi révélateur de l'état des cœurs des gens. En fait. Oui, en fait, on se dit qu'on est caché derrière notre écran, on se cache derrière un écran, on balance les trucs là en anonyme. Ça peut être en anonyme comme ça peut être dévoilé. Tu balances, personne va te chercher. Imagine, comme tout à l'heure, je dis, j'envoie à Richard, il publie. Qui va savoir que ça vient de moi? Justement, moi je me dis, c'est ça le comble avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on balance ta vie privée sur les réseaux sociaux, au lieu de se soucier du fait que, mais qui est à l'origine de ça, qui a publié? On publie d'abord. Tout le monde s'attarde sur toi. Oui, tu as fait ci, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu t'es comporté de la sorte, c'est ta faute. Mais il y a quelqu'un, en fait, qui a initié ce processus que vous voyez pas, toujours. En fait. Et c'est ça, je me dis, le contraste ou encore ce que je comprends pas avec le cyberharcèlement. Alors que dans la vie normale, si on te harcèle ou on te fait du mal, on va pas en fait venir se mettre sur toi genre mais c'est ta faute si on t'a fait du mal. On va chercher en fait le coupable, la personne qui t'a fait ça. Pourtant, mais sur Internet, c'est le contraire. C'est le contraire. On s'attarde plus sur ce que tu as fait que de chercher le coupable dans tout ça. Donc on envoie un truc là, c'est sur elle que ça va retomber d'abord. Donc on cherche pas la personne qui a fait le... Il faut la faire pleurer d'abord. Oui. Dès que quelqu'un voit, il publie dans un groupe, il publie sur son statut, il publie partout. On ne cherche même pas à savoir c'est quoi le problème, qui est à l'origine du problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que la personne a fait. L'essentiel, c'est de rigoler, se moquer de la personne. C'est ça. Et c'est comme ça que les gens deviennent célèbres. Tu vas entendre demain après-demain une influenceuse, un influenceur. D'accord. Ils se moquent des autres, de couper. Oui, justement, c'est comme ça que les gens commencent à être... Oui, juste pour le buzz. Par exemple, je ne connais pas exactement son nom, mais on avait une jeune fille au Cameroun. Elle a balancé... Bon, c'est comme ça qu'elle a gagné de la visibilité sur Internet. Elle est devenue influenceuse à cause de ça. Bon, pas à cause, mais grâce à ça. Ça vive un avantage pour elle, non? Oui. Bon, voilà. C'est pas un avantage dans la mesure où ça dénigre d'abord sa personnalité. Imagine, toi, tu entres sur un TikTok, par exemple, tu vois la fille. Oui, et il y a 2 semaines, il y a 2 ans, elle a publié du contenu illicite. Oui. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir ça, c'est une... Bon, excusez-moi du terme, c'est une traînée. Oui. Pourquoi je vais regarder ça? À cause de ça, on la juge directement. Et c'est comme ça que son contenu
est perdu. Et c'est comme ça aussi que la personne désormais va se présenter en fait. Oui. C'est-à-dire qu'elle surfe sur la chose et assume le fait d'être une fille aux mœurs légères ou d'être la fille qu'on avait trouvée dans tel endroit. C'est comme ça que une appellation vient déjà. On t'a donné quelque chose. C'est bon. Et si on parle de toi, c'est la fille qui avait fait ça. La fille qui avait fait ça. La fille qui avait fait ça. Ils ont gravé un nom là-dessus. Exactement. Voilà. Oh, ça c'est très intéressant. En anglais, en tout cas, on a une phrase pour les gens qui font les bêtises, quoi. Oui, en anglais, on a une phrase, on a un nom en tout cas pour les gens qui font les bêtises comme ça. On les appelle keyboard warriors. Keyboard warriors, les guerrières des claviers. Non, ils se cachent derrière le clavier pour balancer les trucs. Et en général, dans la vie réelle, la personne ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. La plupart du temps, quand tu vas voir la personne qui a fait ça, des fois tu restes comme ça, on publie un truc, après tu passes, après 2-3 semaines, 2-3 jours, l'identité de la personne est révélée. Quand tu le vois, même tu dis que ça te même. Par contre, j'ai souvent cette idée quand je vois des personnes dénigrer ou tenir des propos malveillants concernant la morphologie d'une autre. Après, tu vas cliquer en fait. Il n'est pas mieux que la personne. Mais ça vient le courage en fait de venir écrire ça sur la publication de l'autre. C'est grave. Alors, selon une enquête de gouvernement de l'Afrique du Sud en 2018, il y a un taux qui est sorti qui montre que le cyberharcèlement ici en Afrique, surtout en Afrique du Sud, est à 51%. Et ça tombe sur les adolescents. Oui, et puis ça, c'est seulement les statistiques pour l'Afrique du Sud. C'est pas pour tous les continents. Et puis ça me pousse à te poser la question, Richard. Pouvez-vous nous parler de l'impact du cyberharcèlement sur les individus et sur la société dans son ensemble? Oui. Merci, Linda. D'après ce qu'on vient de dire tout à l'heure, j'avais dit, étant donné que si par exemple je suis une personne et on me dénigre sur les réseaux sociaux, genre, on me dit n'importe quoi, même si c'est pas vrai, d'autres sont à peu près vrais. Imagine quelqu'un qui a été harcelé pendant plusieurs années, il aura la honte de sortir d'abord de s'afficher. Ça fait il sera peut-être touché psychologiquement, ça dépend du contenu. Et aussi, il peut y avoir beaucoup de répercussions sur lui-même, voilà, de répercussions sur lui-même, peut lui amener à faire beaucoup de choses de pas bien. Oui. Même les répercussions, c'est pas seulement sur lui, ça peut être sur lui, sur son environnement, voilà. Sur sa famille également. Voilà. J'ajouterais également la réputation de la personne en fait. C'est ta réputation qui est clairement ternie. Et en fait, c'est que les gens ne voient pas sur les réseaux sociaux, c'est que ce sont des choses qui demain après demain peuvent te suivre. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure. Exactement, si tu aspires à être, je sais pas moi, ministre, député demain, on va sortir des archives de 2006, frère. En fait, moi, ça m'étonne souvent, je me dis, moi, je vois souvent avec les députés français, les personnalités publiques françaises. Oui, à chaque fois qu'ils se présentent, après, il y a toujours une archive derrière. Exactement. Il y a toujours quelque chose qu'il a fait. Il y a quelqu'un qui est venu l'accusé de l'avoir agressé sexuellement, toujours. En 2006, et 2007. Toujours... Et tu te dis, mais on est en 2024. C'est-à-dire que la chose va te suivre. Je me souviens même récemment, je voyais sur Twitter, c'est une chroniqueuse, apparemment elle a changé son mindset. Avant elle était pro-islamique et tout ça, maintenant elle a changé. Et du coup, on a pris en fait une publication qu'elle a fait en 2012 concernant ces choses-là. Et c'est revenu en 2024, je dis waouh, la force des réseaux sociaux. Ouais, et c'est pour ça qu'on dit en fait qu'il faut publier des choses que tu sais que dans 50, 10 ans, tu es encore capable de reproduire. Mais le problème, c'est que... Si ce n'est pas ça, ne le fais pas, en fait. Le problème, c'est que quand il y a 10 ans, quand elle le publiait, elle ne savait pas. C'est ça, on dit d'être responsable, d'être mature. Non, voilà. Mais c'est ça, le truc. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'être responsable, d'être mature, comme tu veux. À l'âge de 12 ans ou 12 ans, 13 ans, par exemple, tu vis une relation folle. Voilà, c'est de l'adolescent, tout est... Mais elle parle sur le cas où peut-être quelqu'un est dans les 20 ans. Non, regarde par exemple, elle a dit 2012, la femme par exemple, elle était islamiste, c'est ça que tu as dit? Et elle veut faire la propagande de sa religion. Elle va publier des contenus, même si après, je sais pas trop ce qui lui est arrivé pour qu'elle change de confession ou bien qu'elle change de mindset, mais ça va la rattraper. Pourquoi ça la rattrape? Parce que pour elle, au moment là, elle était convaincue que c'était ce qu'il y avait à faire. Il n'y avait aucun préjugé, aucune répercussion qu'il pouvait avoir sur sa vie parce qu'elle savait qu'elle allait rester dedans.
C'est la force des choses. Attends, je pense que c'est un point qui va nous faire arriver sur la responsabilité de la famille aussi par rapport à l'éducation. Et à soi-même aussi que oui, la famille t'éduque, toi-même également, il faut grandir. On ne dit pas qu'il faut pas faire des erreurs. Les erreurs, ça arrive. L'erreur est humaine. Mais il y a également la responsabilité parentale à l'intérieur, qui est déjà de régulariser l'utilisation des réseaux sociaux, des téléphones avec vos enfants pour ne pas qu'ils fassent n'importe quoi. Mon frère. Parce que les enfants commencent très tôt ces derniers jours. Mais c'est pas normal. On trouve les enfants de 8 ans avec de des 8 ans sur TikTok. Moi, j'ai 20 ans avant d'avoir mon premier. Et c'est quelque chose qu'on normalise, mais c'est absolument pas normal. C'est pas normal, ouais. Parce que l'enfant. Comme il y a un adage qui dit trop de liberté, tue la liberté. Donc, si tu donnes ton téléphone à ton enfant à 8 ans, il va commencer. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a toujours été dans les réseaux. Bon, pas les réseaux, mais côté informatique. Je peux pas dire que je suis calé, mais je suis quelqu'un qui a toujours été dedans. Même comme j'avais pas d'appareil et tout, dès qu'on me donnait un appareil, j'arrivais à résoudre le problème, à trouver une solution, à essayer de bricoler. Ma mère m'offre un téléphone, je sais pas trop. On bloque le téléphone, contrôle parental et tout. Je contourne tout ça. Je peux contourner tout ça. Même si tu mets quel genre de restrictions sur un téléphone, c'est pas pour dire qu'il faut pas le faire. Il faut le faire. C'est vrai, c'est la responsabilité des parents d'éduquer l'enfant. Mais il y a certains enfants qui sont, bon, pour ne pas dire, je vais pas dire têtus, mais il y a des enfants, ils sont trop intelligents. Moi, à 12 ans, le contrôle parental ne faisait rien sur mes appareils. Moi, ça me permet justement de rebondir encore sur la question. Il ne faut pas simplement interdire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Il faut lui expliquer pour qu'il ne faut pas faire la chose. En Afrique, ou du moins dans quelques pays, ça à quoi on assiste souvent, c'est de dire aux gens ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ci. Mais jamais on t'explique pourquoi il ne faut pas faire la chose. Il faut lui expliquer. Parce que je me dis que si tu n'expliques pas à ton enfant pourquoi il ne faut pas faire ça, c'est pour ça qu'il va chercher à débloquer le code parental. Il veut voir ce qui se cache derrière. Mais il faut lui expliquer que cette route-là, mais dans l'éducation aussi, il y a un truc dans l'éducation. Bon, chez nous, on dit toujours qu'on ne dit pas à l'enfant que le feu brûle. Donc, tu le laisses, il part se brûler. Et après, il va comprendre tout seul. Non, mais il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, on a des pervers. On a les gens qui insultent les enfants. Quelqu'un qui va venir insulter le corps d'un enfant de 10 ans. Ça n'a pas de... Là, tu n'as même rien vu. Si tu passes... Bon, moi, j'ai l'habitude de regarder... Comme j'aime les jeux vidéo et tout, j'ai l'habitude de regarder les streamers qui font des jeux. Quand une fille fait un stream, une femme fait un stream, elle est en train de faire un jeu vidéo en ligne, elle se filme pendant qu'elle joue. Viens voir les messages qui sont dans son chat. Comment dans son chat. Oui, il y a un problème d'éducation. Et si tu pars derrière pour regarder l'identité, tu vas voir sont les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. C'est ça, il y a un problème d'éducation. Oui. L'accès est tellement facile, l'accès à Internet est tellement facile. Moi, je me connecte avec mon téléphone, je change de pseudonyme, tu ne vas jamais savoir que c'est toi. Ouais. Juste avec l'étiquette de peut-être, je sais pas trop, je vais donner un nom bizarre. Et tu balances tout ce que tu veux. En fait, Internet a fait en sorte que tu te caches. L'anonymat te permet de faire tout ce que tu veux. Tu peux être garçon et tu mets le genre mal, féminin. Moi, la plupart des personnages que je joue sont les femmes. Voilà. Les personnages, moi, j'utilise plus des personnages féminins que des personnages masculins. Ok, merci. La culture africaine se construit sur Ubuntu. Ubuntu. Voilà. Le logiciel Ubuntu, le système d'exploitation. L'humanité sur les autres. Mais la technologie semble effacer petit à petit nos valeurs. Alors, je voulais vous poser, quel rôle les entreprises des réseaux sociaux doivent-elles jouer pour créer un environnement propice pour tout le monde? Bon, avec le signalement, par exemple, quand tu es sur un réseau, ou bien quand tu regardes une vidéo, et tu te dis que le contenu n'est pas licite ou bien pour toi, il y a la fonction signaler qui vient dans la vidéo. Donc, tu peux signaler la vidéo et ça... Ça informe l'organisation que la personne qui a publié ce contenu publie un contenu illicite. Donc, ils vont chercher à bloquer, soit bloquer la personne, soit supprimer son contenu directement. YouTube le fait, même WhatsApp le fait maintenant. Hein. Dès qu'il y a un truc bizarre, tu signales, je pense. Oui, même Facebook. Facebook fait ça. La plupart des réseaux sociaux le font. Dès qu'il y a quelque chose de bizarre, tu signales. Mais c'est pas toi. Hein. Oui, parfois tu signales, mais la personne va continuer à faire le même. En fait, pour que ça aboutisse, il faut que plusieurs personnes fassent ça. Oui, c'est ça le problème, c'est que toi tu n'aimes pas. Il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment. Et puis, même si le truc est banal, il y en a beaucoup de personnes qui aiment ça plus que la personne qui dénigre ça. Oui. Ouais. Donc c'est vrai, la responsabilité vient aux opérateurs et les entreprises là. Mais ils ne peuvent pas être partout.
C'est vrai, c'est eux qui autorisent la diffusion des contenus, c'est eux qui approuvent. Mais la responsabilité vient d'abord à la personne qui publie ce contenu. Si c'est que tu juges que ton contenu n'est pas bon, pourquoi le faire? L'entreprise, Pour l'argent. Justement, l'entreprise, elle fait ça pourquoi? Pour de l'argent. Pour de l'argent. Et la personne qui le fait, pas refuser, c'est pour de l'argent aussi. Il accepte parce que lui, il en gagne en retour. Donc il y a une sorte de limitation entre le fait de laisser les gens publier n'importe quoi et se faire de l'argent. Donc, soit tu te prives de l'argent que tu peux gagner avec ça, soit tu rends tu n'approuves pas et tu perds de l'argent. Mais avec les sociétés capitalistes de nos jours, mon ami, c'est l'argent. Après, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que après, ça dépend peut-être du secteur, parce qu'on nous dit que le TikTok chinois est différent du TikTok africain. Oui, apparemment. En fait, tout ça, c'est le gouvernement, en fait. C'est le gouvernement. Oui. Parce que, par exemple, comme tu as dit, le TikTok chinois, c'est limité. C'est limité. Il y a certaines vidéos, ça ne passe jamais. Même s'ils scrollent pendant 100 ans, ça ne va jamais venir dans ces suggestions ou bien dans ces trucs. Donc, il y a une part de responsabilité que les gouvernements ont dans ces affaires de réseaux sociaux, parce que c'est eux qui permettent, c'est eux qui donnent l'autorisation aux entreprises de diffuser de n'importe quoi à tout le monde. En Corée du Nord, par exemple, tu crois que quelque chose peut venir là qui ne concerne pas si j'ai bien c'est qui là. Jamais. Ce n'est que des trucs concernant, soit éducatifs, soit, je sais pas trop, concernant une personne précise. Par contre, nous, en Afrique, c'est la vulgarisation de tout le monde. Voilà, propagation de tout le monde. Quelque chose, le vent qui est en train de souffler. Oui, tu vas filmer et pourtant, ça n'a aucun sens, tout ce que tu publies. Et puis là, tu vas voir, c'est ça qui influence même aussi. Et le problème, c'est que... Le truc bizarre devient... le problème, c'est que nos gouvernements, ils créent des lois, ils approuvent des lois, ils promulguent des lois, essayant de limiter ou prévenir. Mais ça ne marche pas dans la mesure où c'est eux-mêmes qui autorisent ces entreprises à faire passer du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que il faut regarder aussi les personnes qui on considère comme le gouvernement, c'est les gens dans les soixantaines, 70aines. Est-ce que les gens là sont vraiment capables de créer les lois pour protéger nos enfants? Bien sûr. Quand il y a des élections en Afrique et qu'il y a possibilité de faire la fraude, comment ils arrivent à couper Internet? Ils peuvent réellement réguler. Oui, par exemple, ici en Algérie, quand ils composent le bac. Quand ils composent le bac ici, on coupe Internet toute la semaine. On coupe quand ils sont en salle, Internet est coupé. Oui. Rien ne marche. C'est ça. En fait, il n'y a pas d'intérêt. C'est une question d'intérêt, en fait. Non, la plupart du temps, en Afrique, les lois sont juste écrites. Mais pratique, c'est bon. Ce n'est que du papier. Ce n'est que du papier. Le papier, on peut le brûler après. On peut le brûler, on peut le déchirer. Voilà. Et personne n'est là pour faire... pour réclamer ou... Voilà. Que ce soit pour réclamer, que ce soit pour punir. C'est vrai, il y a des lois qui mettent des amendes ou je sais pas trop, des emprisonnements par rapport à cela, mais ce n'est que sur le papier. Ce n'est que sur le papier. Par exemple, chez nous, il y a quelqu'un qui avait harcelé une fille et puis ils sont partis au tribunal. Au tribunal, ils ont donné l'amende de 300 dinars. 300 dinars. Ça, c'est rien. C'est rien. Bon, nous, par exemple, au Cameroun, on a une loi, la loi c'est 2023-009 la personne qui harcèle quelqu'un, qui harcèle sur les réseaux sociaux, court une amende de 1 à 10 millions. 10 millions de francs CFA. Oui, de francs CFA. Et je me rappelle aussi, parlant du Cameroun, il y a une fille qui avait publié un contenu illicite. Très, très inapproprié. Après, elle avait été arrêtée par les autorités camerounaises. Oui, elle a été arrêtée. Je crois que ça a servi de leçon. Non, ça n'a pas servi de leçon parce que la même fille, elle a commencé... Ils ont fait ça parce que c'était une fille qui avait publié ça. Est-ce que c'est la première? C'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Regarde, on l'a arrêtée, elle est sortie, on l'a emprisonnée pendant quelques temps, on lui a donné une amende de je ne sais pas trop combien. Quand elle est sortie, elle a décidé de devenir influenceuse. Influenceuse de quoi? Non, c'est pas la blague. Dans la mesure où elle a déjà eu de la visibilité grâce à son contenu bizarre qu'elle a publié, elle se dit qu'elle peut avoir encore plus de visibilité. Et ce qu'on déplore, c'est que ce sont ses mères, ses grandes sœurs qui l'encouragent à faire ce genre de bêtises. Eh bien, c'est les gens qui lui apportent la visibilité. Oui, en fait, normalement, elle devait prendre conscience après ça. On a cru qu'elle a pris conscience parce qu'elle avait arrêté. Après, elle a décidé de devenir influenceuse. Maintenant, elle a commencé à publier encore des vidéos bizarres de comédie qui font même pas rire. Alors, quelles mesures les gens peuvent-ils prendre pour se protéger du cyberharcèlement? Bon, la première mesure, c'est le contrôle parental. Ça vient des parents. Mais la cellule familiale d'abord. Oui, d'abord. Et maintenant, concernant le gouvernement, c'est la restriction des informations et des données. Par exemple, sur Google, il y a un côté là dans paramètres où il y a un contenu que tu peux
tu peux accepter, genre c'est modéré, strict, et il y a ceux qui laissent tout. Donc moi, en tant que parent, bon, ça dépend des... Bon, par exemple, au Cameroun, c'est modéré. Ici en Algérie, c'est strict. C'est seulement toi, si tu veux avoir des contenus bizarres, tu changes, tu utilises un VPN. Ton navigateur, tu changes ta localisation pour avoir certains contenus. Tu vas par exemple ici en Algérie, il y a certains contenus que tu ne peux pas avoir. Quand tu entres dans Google, tu ne vas pas trouver. Et on est en Afrique, c'est-à-dire que réellement, au plus haut sommet de l'État, ils peuvent faire quelque chose. Mais regarde, je change juste mon pays, c'est tout. Et je change le pays et j'aurai ce que je veux. Ouais. Tu vois? Il y en a plusieurs, par exemple, comme tout le monde le pense, le Bénin vaudou. Il y en a plein de personnes qui ont, comment on appelle, pris. Par exemple, même moi, sur mon Facebook, la personne a piraté, voilà. Ah oui, il a piraté mon compte. Il a mis des trucs, même à l'université, il a envoyé des trucs dans le truc de l'université. Je suis parti à l'université, ils ont failli me faire un procès à cause de ça. Heureusement que le vice-doyen, il me connaît, il sait que je ne suis pas un genre de personne. Donc cela m'a sauvé. Sinon, je t'assure que ça m'a causé beaucoup de problèmes. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute d'Africa Tech. Avant de partir, avez-vous un dernier mot? Alamine, rapidement. La cybercriminalité et le cyberharcèlement, c'est un crime. Donc on doit le punir sévèrement. On ne doit pas être laxiste sur les lois concernant ce truc. C'est pas quelque chose de bien. Et toi, Sherifa? Je pense que par rapport au cyberharcèlement, tout le monde a une part des responsabilités quelque part en fait. Soyons des personnes responsables et matures. Et surtout, il faut savoir en fait quel genre de contenu regarder. Je pense que ça va nous aider quelque part. Et arrêter de donner de la visibilité aux bêtises, aux choses qui ne nous apportent rien. Et c'est ça aussi quelque part, je me dis, qui nourrit le cyberharcèlement. C'est donner la visibilité au contenu inapproprié. Et voilà. Richard? Oui, bon, comme Alamine l'a dit tout à l'heure, moi je conseille surtout le signalement et aussi le conseil aux gens, c'est-à-dire ceux qui publient n'importe quoi, si on peut les donner des conseils pour dire, bon, ce que tu es en train de faire, ça peut avoir des répercussions plus tard. Donc, essaye de donner beaucoup de conseils à propos de ça aussi. N'oublie pas que votre voix compte et qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. Restons en sécurité. Afrique, merci. On arrive à la fin de ce numéro d'Africa Tech. Merci, chers invités. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même station.